Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de WWE Bash in Berlin qui a eu lieu hier. On va revenir dans le détail sur chacun des matchs et je vais vous dire ce que j'en ai pensé, la formule habituelle. Comme d'habitude, je vais d'abord vous présenter le poster avec la note globale que j'ai donné à ce show et en faisant déjà un premier commentaire général avant d'entrer dans le détail de chacun des matchs. Donc je vais vous présenter déjà le poster donc avec la note globale. Voici le poster. 3 étoiles et demie, donc c'est la note que j'ai donnée à ce pay-per-view. Bon, eh bien, j'aurais aimé vous dire autre chose, mais j'ai quasiment déjà fait le bilan du show dans ma vidéo précédente, et il est quasiment identique à celui de Backlash France, un pay-per-view européen, une ambiance de folie, digne des plus grands stades de foot, avec un compteur de décibels qui était là, un très bon opener et un très bon main event, Bel Cargill qui gagne les titres par équipe féminin, Damien Priest qui gagne encore, l'impression d'avoir passé une agréable soirée dans l'ensemble, mais à nouveau le même grand hic qu'en France, à savoir le manque criant de suspense dans absolument tous les matchs et la grande prévisibilité des résultats. Et très franchement, je suis sûr que nous sommes tous très nombreux à avoir deviné les 5 bons résultats. Filler Dank, comme je le titrais dans ma vignette, oui. À nouveau, on peut dire que ce bi-pay-per-view ou pay-per-view secondaire aura été fidèle à sa réputation, un show plus qu'honnête, même meilleur in-ring qu'en France, je pense, mais qui suit un pay-per-view du Big Four comme le fut Backlash, et pour lequel il n'y avait quasiment aucune chance de voir les lignes bouger de manière claire. Triple H a trouvé sa formule, et on la devine de plus en plus aisément. Les grands chamboulements ont lieu dans les pay-per-views du Big Four, voire Big Five, tandis que les pay-per-views dits secondaires vont servir uniquement de passerelle entre deux pay-per-views du Big Four afin de prolonger les intrigues, consolider les champions en place et faire monter notre hype au maximum lorsque le prochain pay-per-view du Big Four arrivera. Il n'y a pas que les weekly qui vont servir à builder les gros pay-per-view. Les pay-per-view secondaires vont aussi avoir cette utilité. La place laissée aux surprises avec Triple H est plus que ténue. Les grands moments aussi. On serait presque amené à se dire qu'il n'est pas indispensable même de regarder ces pay-per-view 10 secondaires et que vous pouvez aussi vous contenter de vous limiter aux 4-5 principaux pay-per-view de l'année et en matant une weekly par-ci par-là, vous n'aurez pas l'impression d'avoir loupé grand-chose à l'arrivée. Autant j'ai aimé tout le travail entrepris par Triple H depuis qu'il est aux manettes, c'est le jour et la nuit, comparé aux dures années de labeur qu'on a vécu et subi avant lui, autant sa manie du booking à long terme et du plantage de graines à foison peut à terme trouver ses limites, nous enfermant dans un schéma assez unilatéral et sans aucun chemin de traverse possible. Finalement, à quoi bon regarder ces shows si nous connaissons déjà tous les résultats à l'avance et les raisons pour lesquelles tel ou tel catcheur va gagner. Alors oui, tous ces résultats sont cohérents d'un point de vue narratif, et c'est toujours mieux que l'inverse, certes, et nous n'avons pas l'impression de passer de la page 10 à la page 100 d'un roman fleuve, mais ce roman fleuve que Triple H est en train de nous faire lire contient l'équivalent de 1000 pages, et ce livre pourrait raconter la même chose, mais condensé en 500 pages. Oui, alors parfois c'est long, parfois on aimerait que ça avance plus vite. Le fameux booking de la patience de Triple H fait son œuvre, mais il y a, je pense, moyen de prendre de temps à autre un petit chemin de traverse, nous menant vers d'autres voies inexplorées, des intrigues différentes, des associations différentes, et qui donneraient envie au lecteur, pour rester sur cette métaphore du livre, de dévorer ce livre page à page, s'il en avait la possibilité, avec la hâte de le reprendre là où il l'a laissé, en se demandant comment l'intrigue va avancer et quel dénouement on nous prépare. J'ai cependant l'espoir d'aboutir à cela lorsque Raw va arriver et débarquer sur Netflix en 2025, car si rien ne bouge franchement de façon significative l'an prochain, je crains déjà que les lecteurs ne referment leur livre définitivement avec leur coin de page, les cornets encore apparents au même endroit depuis des mois, et que ce livre finisse par prendre la poussière dans la bibliothèque de leur désillusion. Alors après ce message, je dirais d'inquiétude, c'est pas encore le grand état d'alerte, le grand état d'alerte, mais après ce message, je dirais un petit peu d'inquiétude, même si le pay-per-view est globalement sympa, je vais à présent
vous détaillez donc les notes de chacun des matchs sous forme de graphique, dans leur ordre d'apparition, comme je le fais habituellement. Voici le graphique. Donc l'opener entre Cody Rhodes et Kevin Owens, 4 étoiles écart. Unholy Union contre Belair et Cargill, 3 étoiles. Voldemort contre McIntyre, 3 étoiles 25. Terror Twins contre Liv Morgan et Dominic, 3 étoiles et demie. Et enfin le main event entre Gunther et Randy Orton, 4 étoiles et demie. Pour moi, le meilleur match de ce show. Voilà, maintenant on va rentrer dans le détail. Et on va commencer donc par l'opener, à savoir Cody Rhodes contre Kevin Owens, 4 étoiles écart pour la note. Alors déjà à noter qu'à SmackDown, la veille, Owens a évoqué le fait que le genou de Cody était peut-être blessé lors de la tournée européenne, et que s'il gagnait alors, alors que Cody n'est pas à 100%, on risque de redire la même chose qu'il y a 8 ans, lorsqu'Owens a remporté le championnat universel, à savoir que c'est une victoire qui n'est pas méritée. Et c'est pas ce que veut Owens. Cody lui assurera que son genou est à 100% et qu'il est prêt pour ce match. Et quant à l'amitié entre les deux, après ce match, Owens n'a pas répondu à ce sujet. Au sujet de savoir si cette amitié tiendra toujours, il a préféré finalement partir. Du coup, ce segment pouvait donner une autre perspective à ce match, notamment dans sa construction et ce qu'on veut nous raconter. Et en effet, le moment intéressant du match arrivera lorsque Cody tentera son Cody Cutter, mais en s'élançant, il va retomber immédiatement, son genou le faisant subitement souffrir, comme Owens l'évoquait la veille. Owens semble tiraillé à l'idée de savoir quoi faire. Doit-il capitaliser sur cette blessure ou bien doit-il éviter de viser le genou afin de ne pas être taxé de gagner sans mérite, là est tout le dilemme. Finalement, Owens donnera un coup de pied quand même sur le genou de Cody, donnant l'impression de revoir le Owens heel, d'autant plus qu'il tentera dans la foulée sa fameuse powerbomb sur l'éperon du ring, celle qu'il a tant de fois portée en tant que heel dans le passé, notamment quand il a turné sur Sami Zayn à NXT. Mais finalement, il a des remords et il va préférer abandonner son geste. Wade Barrett au commentaire se demande ce qui arrive à Owens et où se trouve le tueur enfoui en lui, ce à quoi Owens va répondre tout simplement tais-toi idiot. Il réussira dans la foulée un stunner, mais dégagement de Cody. Juste ensuite, il va tenter pour la première fois de projeter Cody dans les cordes, comme s'il préparait justement son pop-up powerbomb, son finisher de heel, qu'il a fait gagner 2 fois dernièrement. Mais Cody va le contrer avec 2 crossroads. Le troisième crossroads sera contré par un nouveau stunner, très bien vendu par Cody, mais là encore, Cody se dégage. J'ai même failli croire, j'avoue, sur ce coup-là. Dans la foulée, Owens tentera une Swanton Bomb de la 3e corde, mais sera contré des 2 genoux par Cody, quitte à aggraver sa douleur. Et Cody va enchaîner simplement avec un nouveau crossroads pour la victoire. Cody s'impose sans la moindre surprise, et Michael Cole expose à ce moment-là le point le plus important du match, immédiatement après. Kevin Owens n'a pas su appuyer sur la gâchette lorsqu'il avait la possibilité de porter son apron powerbomb, et ça lui a coûté le titre, et Wade Barrett surenchérira en disant que s'il n'a pas gagné un titre solo depuis 7 ans, c'est parce qu'il a perdu son killer instinct. Voilà. Owens allait-il finalement turner donc après le match, comme on pouvait le supposer? Eh bien, même si la célébration ressemblait à celle qui précédait le turn d'AJ sur Cody lors de son faux segment de retraite, Owens n'a finalement pas turné, ne portant pas la veste saumon réglementaire, si je puis dire. Ils auront opté ici pour un Owens fair play et bon perdant, du moins pour le moment, car je ne pense pas que ce soit réellement fini et que le vrai turn d'Owens pourrait très bien arriver très prochainement, et pourquoi pas pour le prochain SmackDown, qui sera d'ailleurs le tout dernier sur la Fox, ou alors peut-être lors du SmackDown suivant, le tout premier sur USA Network, histoire de marquer le coup. J'ai donc donné un 4 étoiles écart à ce match, car évidemment le catch était bon, et j'ai eu ce que j'attendais de ce côté-là. On a eu du bon Kevin Owens, toujours aussi efficace et spectaculaire dans un ring. Sa Fisherman suplex depuis la 2e corde est toujours aussi belle à voir au ralenti notamment. Cody a fait ce qu'il fallait pour mettre en avant son adversaire. Le public est au rendez-vous et a aussi contribué à la qualité de ce match. Le moment de storytelling autour du genou de Cody a été bien raconté et de manière simple à comprendre pour tout le monde, avec un bon travail des commentateurs pour nous le narrer. Cependant, si j'avais un reproche à faire, c'est d'avoir attendu seulement la veille du pay-per-view pour intégrer dans le build-up cette histoire de genou blessé de Cody. Alors même si cela concernait dans la storyline une blessure survenue lors de la tournée européenne,
hein, donc peu de temps avant le pay-per-view. Je pense que, quitte à intégrer ce genre d'éléments, ils auraient pu aussi le faire en évoquant une blessure survenue lors d'un live event, hein, qui a eu lieu aux États-Unis, hein, il y a 15 jours, 3 semaines de cela. Au moins, ça leur aurait laissé le temps de développer cette mini-histoire durant le build-up et de nous interroger sur l'attitude d'Owens à Berlin vis-à-vis de ce genou en délicatesse, car personnellement, le fait de mettre sur le tapis cette histoire de genou défectueux seulement 24 heures avant le pay-per-view paraît quelque peu abrupt, car c'est un élément trop important à mon sens pour être autant galvaudé. Ça reste mon avis personnel bien sûr, et en soi ce n'est pas gravissime, hein, car au final ils auront bien sûr raconté les choses durant le match, et finalement bon c'est tout ce qui compte, mais je pense que du point de vue de l'approche émotionnelle de ce match, ça aurait pu encore plus investir les spectateurs, hein, s'ils l'avaient fait, mais mis à part cette critique, qui n'est pas gravissime en soi, le match est très bon et ouvre parfaitement ce show. C'est un très bon choix d'opener à mon sens, hein, même si à l'image du pay-per-view, le suspense était au ras des pâquerettes. Ce match m'a même donné envie de voir comment Owens va évoluer ou non, hein, suite à cette défaite, car je ne serais pas surpris qu'on ait un match 2. Pourquoi pas à Bad Blood, hein, et ce en dépit du désir de Solo Sikoa d'avoir à nouveau sa chance prochainement. Et on attendra aussi le retour d'Orton à SmackDown qui pourrait bien être utile également dans l'évolution d'Owens. Orton ayant été un excellent heel, hein, lui-même, et quelqu'un de très vicieux, qui sait si Owens n'ira pas lui demander conseil afin de le guider dans ses futurs choix. Hein. Et d'ailleurs, Orton n'a plus gagné un titre solo depuis 4 ans, et à l'époque, il était encore heel. Hein. Du coup, à la fois Orton et Owens pourraient s'interroger sur leur avenir, hein, se demandant s'ils ne devraient pas tous les deux retrouver leur killer instinct, hein, afin de toucher à nouveau l'or. Alors, ça pourrait être un développement intéressant, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Du coup, je suis pas sûr qu'on en reste là entre Owens et Cody, et que cette erreur fatale d'Owens pourrait être l'occasion pour Owens de vite corriger le tir, et pourquoi pas de turner, hein, car je doute que toute cette narration autour du personnage d'Owens n'est servi qu'au build-up de Bash in Berlin et rien d'autre, quoi. Et puis un autre élément à souligner, c'est qu'Owens n'a porté que des stunners dans ce match. Hein. Son pop-up powerbomb a donc été protégé, hein, si l'on peut dire. Et c'est peut-être ce move qu'il portera lorsqu'il turnera sur Cody, comme il l'a fait notamment sur Cena en 2015, en lui portant ce même move, hein, avant de piétiner le titre US que portait alors Cena. Sauf qu'à la place, on verra peut-être Owens piétiner le titre undisputed de Cody, hein, devant sa carcasse. Hein, ce serait un sacré clin d'œil 9 ans après. Et moi, personnellement, ça m'intéresse. N'oublions pas que Bad Blood en plus aura lieu en Géorgie, la terre de Cody Rhodes en quelque sorte, et on peut se dire à coup sûr qu'il défendra son titre lors de ce show, et qu'en face il faudra, je pense, un heel bien établi, contrairement à Bash in Berlin, et que s'il ne s'agit pas à nouveau de Solo Sikoa, il ne faudra pas écarter la piste Owens, hein, mais cette fois-ci en full heel. Donc il y a 5 semaines d'ici le pay-per-view, donc il y a donc largement le temps de raconter ça. Hein. On va passer maintenant au match suivant. Alba Fire et Isla Dawn dans The Unholy Union contre Belair et Cargill, 3 étoiles pour la note. Petit élément avant de parler du match, hein, on a pu voir, je l'ai vu sur X, une photo un peu volée de Blair Davenport qui accompagnait son mari Riley Osborne dans l'optique de son match à émergence, hein, le pay-per-view de la TNA qui a eu lieu vendredi soir, donc la veille de Bash in Berlin. Et c'était dans le Kentucky. Donc à partir de là, il semblait quand même peu probable de voir Blair apparaître à Berlin moins de 24 heures après, hein, ce qui pouvait aussi avoir son influence dans le pronostic de ce match, hein, du moins selon moi, car comme je le disais, voilà, j'en parlais dans ma vidéo prono, sa présence à Berlin aurait pu changer le scénario de ce match, hein, on sait jamais. Et en effet, on l'aura pas vu du show, obligeant les Écossaises du coup à se débrouiller toutes seules face aux Mega Powers au féminin. À noter que les challengers ne sont pas arrivés en même temps. Du coup, je craignais alors en live que ce soit un possible mauvais présage pour elle. Je vous le donne en mille en tout cas, et bien on va avoir le même canevas des matchs de Cargill et Belair, hein, avec Belair qui va faire les 3 quarts du match en subissant la loi des heels pendant un bon moment, avant d'offrir le hot tag à Cargill, hein, on commence à en avoir l'habitude, Spinebuster, Follow Slam, avalanche dans le coin, on a tous les classiques de Jade là. Si ce n'est un petit bonus, hein, avec un jackhammer, hein, qui aura eu le mérite de changer un peu et de ne pas être trop mal porté, on va dire.
Le moment de folie de Cargill est déjà terminé. Hein. C'était le moment story. Hein, voilà, une story, ça dure quelques secondes. Bah, avec Cargill, c'est ça. C'est un moment. Voilà, il faut prendre le moment. Et après, faut pas que ça dure plus longtemps. Hein. Voilà. Et après ce petit moment, bah, Belair va revenir dans la partie. Hein, va subir the Evil Touch, hein, le finisher de Fire et Down, hein, un combo Gory Bomb Flatliner. Mais Cargill va faire le save. La Big Boot de Jade, hein, qui va suivre, aura été assez ratée. Hein, même si Ayla Dawn va la vendre comme elle le pourra. La Swanton Bomb de Fire va heurter le genou de sa partenaire suite à une esquive de Belair. Un bon travail d'équipe des Faces, hein, avec Belair qui projette Fire à l'extérieur, capté en plein vol par Jade, qui la projettera contre la barricade. Et on finit avec la traditionnelle combinaison à deux des Faces, un DDT de Belair, Ruade de Belair et Wheelbarrow Suplex de Cargill. 1, 2, 3, terminé. Belair et Cargill redeviennent championnes par équipe comme elles l'ont été en France. À nouveau ici, on montre que lors d'un pay-per-view secondaire, les titres par équipe féminins sont ceux qui ont le plus de chances de changer de main. Le résultat ne surprendra personne ici. Hein. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, redonner les titres à Belair et Cargill permet à Cargill de rester cantonnée à la division tag sans prendre le risque de la cramer dans la division solo alors qu'elle n'est clairement pas encore prête à faire le grand saut. Le rôle de Bianca semblait de toute façon clair depuis le début, celui de jouer la chaperonne, la nounou, la mentor, hein, ou la tutrice de Cargill, hein, appelez ça comme vous voudrez. De plus, je pense que le règne des Écossaises pouvait déjà s'arrêter là, car 2 mois et demi de règne à leur niveau, c'est déjà très bien, hein, même si backstage, après le show, Ayla Dawn a fait comprendre aux nouvelles championnes que ce n'est pas encore terminé. Mais bon, elles ont peut-être leur chance, mais ça s'arrêtera là. En tout cas, on pourrait dire que si par chance Jade devient une meilleure catcheuse d'ici quelques mois, la VVE pourra d'ores et déjà préparer un joli titre de championne pour solo, hein, pour Bianca en guise de récompense, car ce serait bien la moindre des choses à faire pour la remercier. Hein. En tout cas, on aura évité ici la tentation du turn à la fin du match, hein, bien qu'elle n'ait aucune légitimité à l'instant T. Hein, d'autant plus qu'on peut voir aussi sur le shop qu'un t-shirt de Cargill et Belair est disponible depuis pas longtemps sur le shop, donc j'aurais été surpris qu'on fasse déjà un turn alors que le t-shirt vient de sortir, et que si ce turn doit arriver un jour, il faudra d'abord que ça ait du sens, et peut-être que la prochaine fois qu'elles perdront les titres, hein, les premiers signes de tension apparaîtront, mais on n'en est pas encore là, et je suis loin d'être pressé de voir ça, hein, au vu de l'ampleur du travail qui reste à accomplir pour Cargill. Hein. Et concernant l'évaluation du match, on a assisté ni plus ni moins qu'à un copier-coller de pratiquement tous les matchs de Jade et Bianca, comme je le disais, hein, le canevas est toujours le même, et on commence à en avoir l'habitude. Hein. Je vous avais même déjà raconté en grande partie ce qui se passerait dans ma précédente vidéo. On notera tout de même que Jade a un peu innové donc avec ce jackhammer, et hormis cette big boot là dans le vide sur Ayla Dawn, ce que leur a fait aurait été géré globalement propre. Le match dans l'ensemble m'a même paru moins pire que prévu. Il y a eu un peu d'action, notamment dans les phases à plusieurs dans le ring à la fois. Jade et Bianca ont pas trop mal combiné. Bianca a encore été la ring générale donc, de son équipe, et a de nouveau évité à son équipe une performance désastreuse. Bianca, c'est la marathonienne qui peut gérer elle-même un match sur la durée, tandis que Jade est une sprinteuse qui ne peut briller que l'espace de quelques secondes, hein, et pas davantage. Je pense qu'en dehors d'un match à plusieurs équipes, comme en Écosse, il sera dur de battre les championnes, hein, à moins d'un grain de sable qui vienne tout dérégler, hein, mais on en est encore loin. 3-3-25, hein, c'était déjà la note que j'imaginais au moment même de faire les pronos, donc je ne suis pas surpris de donner un 3 étoiles à ce match, honnête, un match honnête sans être exceptionnel, un constat qui semble inévitable, hein, lorsqu'on évoque les matchs par équipe féminin à la VVE, hein, et en tout cas, ça fait mine de rien 3 pay-per-view européens d'affilée, hein, après Backlash, Clash at the Castle et Bash in Berlin, où les titres tag féminin changent de main, hein, ça commence à devenir une tendance forte, et ça indique clairement que ces titres-là sont du niveau d'un bi-pay-per-view et rien de plus, quoi. On va passer au match suivant. Voldemort contre Drew McIntyre dans un strap match, 3 étoiles écart pour la note. Alors à l'image du strap match entre McIntyre et Karrion Kross, hein, d'Extreme Rules 2022, hein, on aura eu une attaque avant même le début du match, mais de Karrion Kross à l'époque, hein, c'était lui, et là c'est McIntyre, hein, qui a reproduit ce schéma à son tour, et à nouveau, d'ailleurs on constatera qu'à l'image d'Extreme Rules 2022, l'assaillant va perdre son match. Je m'interrogeais sur l'absence du fameux bracelet au poignet de McIntyre, hein, il le sortira finalement plus tard de son slip, hein, ça paraissait tout de même logique de le voir, puisqu'on a bien compris qu'il faisait partie intégrante de la rivalité, et à nouveau, à l'image du Cross McIntyre, je crois que l'avant-match aura été mon moment préféré de tout le match, hein, puisque c'est le seul moment qui m'a paru le plus
en accord avec ce qu'on était censé voir entre ces deux hommes lorsqu'ils sont dans un ring, à savoir de la sauvagerie et l'envie d'en découdre, comme McIntyre l'aura manifesté durant ce tabassage en règle. Alors déjà, que je n'ai jamais été fan des strap matchs avec la règle absurde des Four Corners, dès le départ on verra un bug technique. Ça commence mal, puisque rien qu'en s'adossant au coin, la lumière rouge de McIntyre va s'allumer. Il faudra qu'il tape juste après pour revalider cela. Mais c'est pas fini, puisque j'ai calculé exprès. Cette lumière rouge va rester éclairée pendant la bagatelle d'1 minute 15, alors qu'évidemment, on ne devrait pas avoir autant de temps s'écouler avant de voir une série de lumières être interrompue. D'ailleurs, suite à ce bug, on verra que les choses reviendront à la normale jusqu'à la fin du match. Heureusement. GTS dès le départ, porté par Voldemort, qui préfère ne pas taper le coin, confirmant à nouveau que ce règlement était aussi stupide qu'inutile. Le miracle arrivera lorsque l'on verra enfin du sang du côté de Voldemort, chose qui manquait cruellement lors du match de SummerSlam et qu'il fallait voir ici de manière indispensable, je pense. McIntyre réussira un Claymore plus tard, ce qui lui permettra de taper que 3 points sur 4. Le bomb de Voldemort sur une table à l'extérieur aura été hyper safe, McIntyre le déposant littéralement dessus. On verra dans la foulée le spot classique des strap match made in WWE avec le catcheur qui est porté par son adversaire qui tapera le coin dans son dos, ce qui permet alors à chacun d'avoir une lumière éclairée. Sharpshooter ensuite de Voldemort, l'occasion d'à nouveau rendre hommage à Bret Hart, comme à SummerSlam, ce qui fera taper McIntyre, mais bien entendu ça ne compte pas ici. McIntyre décide alors de sortir le bracelet de son slip et de le remettre à son poignet avant de l'embrasser. C'est pas très hygiénique d'ailleurs. Et comme je le souhaitais dans mes pronos, il portera son bracelet, McIntyre portera le bracelet de Voldemort sur le poignet qui est libéré, ce qui est tout de même plus simple en termes de narration que s'il avait été caché sous la lanière depuis le départ. Heinz Fiedrei, Claymore, 3 coins touchés par McIntyre, mais pas le 4e, puisqu'un deuxième GTS arrivera, et même un 3e. 2 coins sont touchés par Voldemort, qui décide pour assurer le coup de porter un 4e GTS, de toucher le 3e coin, mais au lieu de toucher le 4e coin victorieux, il préfère à nouveau porter un GTS, le 5e du match, avant de récupérer au passage son bracelet et de toucher le 4e coin pour s'imposer. Donc victoire totalement prévisible de Voldemort, qui avait besoin d'égaliser après sa défaite à SummerSlam, et cette stipu permettait de plus à McIntyre d'être protégé dans la défaite, puisque aucun tombé ou soumission n'était valide ici, quoi. Le fameux bracelet a enfin été récupéré par son propriétaire, et j'espère qu'on arrêtera avec ça et que McIntyre ne le récupérera pas à nouveau, ils en sont capables. Il fait quand même peu de doute que l'on verra un match 3 entre les deux, probablement le dernier, de ce que l'on peut déjà présager comme étant une trilogie. Beaucoup de gens parlent d'un Hell in a Cell, vu que Bad Blood sera le prochain pay-per-view, c'est bien sûr possible, mais je n'en mettrai quand même pas encore ma main à couper, car il faudra justifier en weekly le fait de faire ce 3e match dans un Hell in a Cell. Un match no DQ, ça c'est quasiment acquis, histoire d'à nouveau gommer les lacunes de Voldemort. Mais un Last Man Standing, un Fall Count Anywhere ou un Street Fight ne seraient pas non plus des options à écarter, je pense, car très franchement, ce n'est pas ce strap match qui aura permis d'étancher notre soif, soyons très clairs. La stipu ne convenait clairement pas, et il aurait vraiment fallu faire un strap match normal, avec victoire uniquement par tombée ou soumission, ce qui aurait permis davantage de passages violents, de fouettage, d'étranglement, voire de ligotage avec le strap, tandis qu'avec cette règle absurde des Four Corners, on est obligé d'avoir des passages dignes des meilleures activités pour enfants durant l'été, et qui sont très loin de correspondre à ce qu'on attend de ces deux hommes, surtout après 8 mois de build-up aussi intense, qui orientaient très clairement les choses vers un règlement de compte en bonne et due forme. Je n'avais donc pas de très grosses attentes envers ce match, du fait de sa stipulation, et j'en aurai davantage lors du 3e match potentiel à Bad Blood, du moins si la stipulation convient enfin à la situation. Concernant ce strap match, alors oui, évidemment que c'était le meilleur match de Voldemort depuis son retour. De toute façon, il n'y avait pas trop le choix, vu le peu qu'il a fait, mais à nouveau, on voit qu'il est très limité dans un ring et que son cardio ne suit pas des masses. Il transpire très rapidement et il lui faut ce genre de stipu pour avoir des temps morts et récupérer un temps soit peu. Et c'est ce qui m'avait aussi permis d'apprécier son Dog Collar match face à MJF, mais je ne peux pas donner davantage qu'un 3 écart, car la stipulation n'était pas digne de la feud. L'histoire du bracelet, bien que moins développée dans ce match qu'à SummerSlam, devenait franchement encombrante, du moins c'est mon avis personnel, et du point de vue règlement de compte, je n'ai toujours pas trouvé satisfaction dans ce match. On joue le timer, ni plus ni moins, et ils ont intérêt à lâcher les chevaux lors du match 3, car très franchement, cette rivalité sera probablement considérée comme
la meilleure à la VVE cette année, je pense. Mais depuis SummerSlam, bon ben, on est tout de même en train de tout doucement de baisser en qualité au niveau du build-up. La violence est moindre et les promos, bah, notamment celle de Voldemort, sont bien moins inspirées. Heureusement, il y a 5 semaines avant le prochain pay-per-view, ça laisse donc largement le temps de corriger le tir et de conclure cette rivalité, je dirais dignement. Rivalité qui, à mon avis, sera remportée par Voldemort en attendant que Rollins en finisse avec Bronson Reed et qu'on passe ensuite à la rivalité Rollins-Voldemort qui, je pense, pourra attendre Mania 41, ce qui laissera le temps de développer un gros build-up, je pense. Mais s'il y a un match 3 et qu'on a un match no DQ, à mon avis, faudra faire attention à la stipulation encore une fois parce que vu le cardio de Voldemort, j'ai encore peur pour la qualité du match, mais en tout cas en termes de sauvagerie, je serai bien plus exigeant. On va passer maintenant au match suivant, les Terror Twins, Damien Priest et Rhea Ripley contre le Judgment Day, Liv Morgan et Dominic Mysterio, 3 étoiles et demie pour la note. La tenue de Dominic était quand même drôle au niveau du bas, on a pu le voir, mais quand même j'ai bien aimé l'hommage, le clin d'œil à la parka, qui était assez aisément reconnaissable. Le match fonctionne bien, en tout cas au niveau du public, il est très chaud, d'un bout à l'autre du match. La hit des heels est efficace, et le hot tag de Rhea également. La pop est énorme quand Rhea frappe Dom et l'étrangle avec ses jambes contre le coin. Elle est même à 2 doigts de lui porter son riptide, mais Morgan va faire le save. Morgan réussira même à porter un très joli move, à savoir le Quetzalcoatl de la légendaire Yujoshi Saki Akai, Saki-sama, retraité depuis près d'1 an. Le coup de pied porté par Rhea en pleine tête sur Liv Morgan aura été fort percutant, surtout en le voyant au ralenti. Double Razor's Edge des Terror Twins sur leurs adversaires. Razor Ramon n'est jamais bien loin quand il s'agit de Damien Priest en particulier. Et c'est évidemment là, lorsque les faces sont sur le point de l'emporter, que le Judgment Day intervient, à savoir McDonough et Carlito. Morgan réussira un joli Sunset Bomb sur Rhea contre la barricade. Balor intervient alors sur Priest dans le dos de l'arbitre avec un Sling Blade. 619 et Frog Splash de Dominic sur Priest. Là-dessus, j'arrive même à me dire que les heels vont l'emporter. Et j'en menais vraiment pas large à ce moment-là. Mais non, dégagement de Priest, in extremis. Balor n'en croit pas ses yeux. Elle porte un dive pas hyper maîtrisé, Morgan, sur Rhea à l'extérieur. Elle portera un move mi-Oblivion, ni-Codebreaker par la suite. Priest en a ras-le-bol à ce moment-là et dégage la table des commentateurs. Dom se prendra une grosse lariat qui va le faire, virevolter et le faire retomber sur cette même table des commentateurs. Mais on voit en arrière-plan quand même que Liv Morgan regarde tout ça sans se soucier de ce qui se passe derrière son dos, à savoir Rhea qui est en train de se réveiller et qui va enchaîner avec un Glasgow Kiss, ou alors plutôt un Adelaide Kiss, je devrais plutôt dire, suivi d'un gros Riptide et donc de son pin très suggestif qu'elle aurait pu éventuellement faire à Dominique pour la blague. Mais en tout cas, elle s'impose comme ça. Victoire fort logique des Terror Twins malgré le sous-nombre. Une victoire qui me semblait indispensable suite au double revers subi à SummerSlam. Et c'est aussi logique que Rhea fasse la décision plutôt que Priest, qui n'avait pas franchement besoin de piner Dominique dans ce match. Rhea sur Dom aurait pu être drôle et ils ont opté pour la solution, je dirais, plus classique d'une femme sur une femme, mais qui trouve aussi toute sa légitimité puisque ça permettra à Rhea donc de réclamer probablement un autre title shot à Bad Blood et dans un Hell in a Cell match, je pense, ce qui permettra d'éviter au Judgment Day d'intervenir et d'avoir Morgan pour elle toute seule, du moins c'est ce qu'elle dira, je pense. Quant à l'évaluation du match, c'était plutôt un bon moment dans l'ensemble. Je m'attendais même à un peu moins bien que ça. Évidemment, le public a beaucoup aidé à porter ce match, qui était totalement, je dirais, live event dans l'esprit. Ça pop fort pour les faces et ça a eu fort pour les heels. Petit instant d'overbooking qui reste digeste et plutôt bien réalisé. Morgan, hormis son dive peu maîtrisé, aura plutôt bien géré au niveau du in-ring, notamment sur ce Quetzalcoatl qui m'a agréablement surpris, ainsi que sa Sunset Bomb à l'extérieur. Rhea sur ses hot tags aura bien su embarquer le public. On aura aussi eu un petit moment d'interaction physique entre Dominique et Rhea, avec toujours donc la femme qui a le droit de frapper l'homme et non l'inverse. Il manquera tout de même le Riptide sur Dom, on le verra peut-être ultérieurement. La bonne équipe a gagné à mon sens et ils auront même réussi à me faire douter sur le pin de Dominique sur Priest, donc le contrat est rempli. On suivra aussi la rivalité entre Balor et Priest qu'il ne faut pas oublier, car là aussi il est un seul match pourrait tout à fait avoir sa légitimité à Bad Blood et même plus qu'entre Voldemort et McIntyre à mon sens. Donc 3 étoiles et demie pour ce bon match de live event, on va dire, qui a coché à peu près toutes les cases. On passe un bon moment et voilà, c'est tout ce qui compte après tout. On va passer maintenant déjà
au main event de ce show. Et sans surprise, il s'agit de Gunther contre Randy Orton pour le World Heavyweight Championship. Donc sans surprise, donc ouais, il s'agissait bien du main event. Très belle entrée d'Orton, un tri cinématique avec de beaux effets de lumière et un public chantant son thème à l'unisson comme en France. Évidemment un très bel accueil aussi pour Gunther, sans douter. J'ai adoré le passage de la présentation de Samantha Irvin qui est coupée par un bras là sans qu'on ne voit la tête. Évidemment, on devine aisément qu'il s'agit de Ludwig Kaiser, que j'aurais justement voulu voir présenter Gunther. Donc j'étais donc content qu'il l'ait fait, même si ce fut à retardement. Il aura d'ailleurs sans surprise répondu à l'Open Challenge de LA Knight à SmackDown la veille. Il aura aussi bénéficié d'un très bon accueil. Donc très belle présentation de Kaiser en tout cas. L'ambiance lorsque la cloche a sonné est juste dantesque, à un tel point que le compteur de décibels apparaît alors en bas de l'écran. On tourne autour des 100 décibels avec une pointe à 113, ce qui n'est pas au niveau de la France, mais c'est déjà pas mal. Une ambiance de stade de foot, véritablement. Les chants Auf die Fresse, typiques des fans de catch allemand, se font aussi entendre. Le public se fait plaisir avec une hola pendant une rest hold en début de match. Et même Orton semble y prendre goût, il y participe aussi. On commence le match doucement, de façon très old school. Et l'un des tournants arrivera peu de temps après, lorsque Orton projettera Gunther contre les escaliers d'acier, ce qui provoquera une douleur au bras droit de la part de Gunther, une douleur qu'il va vendre de façon prodigieuse jusqu'à la fin du match, et même au-delà. Et Orton réalisera aussi un gros travail sur ce bras durant une bonne partie du match. Un Orton qui tente donc de prendre Gunther à son propre jeu en réalisant un travail scientifique sur un membre de son adversaire, comme Gunther avait pu le faire sur Orton en Arabie Saoudite, et travailler le bras droit de Gunther est d'autant plus intelligent que ça peut rendre plus difficile pour le champion de porter ses lariats, ses atémis ou ses powerbombs. Donc c'est tout bénef pour Orton. Et Orton prend bien son temps, en tout cas comme à son habitude, il est méthodique, et il semble même mieux préparé que lors de son premier match en finale du King of the Ring, et on sent qu'il a étudié son adversaire, et puis il n'est pas handicapé au niveau de la jambe comme il l'était en Arabie Saoudite, et forcément ça fait toute la différence. Gunther réussit quelques close lines, mais bien moins impactantes que d'habitude, forcément. Il réagit du coup davantage avec son bras gauche, notamment sur ses atémis. Orton portera évidemment sa superplex familiale, comme à son habitude. Randy portera même une piquette dans les yeux, très old school également, à la manière de Roddy Piper notamment. Il enchaînera avec son dripping DDT, bref, tous les moves signatures d'Orton y passent, vintage Randy Orton, hormis donc son combo backbreaker, neckbreaker, qui est probablement n'est plus porté à cause de ses graves problèmes au dos qui l'ont tenu si longtemps hors des rings et puis qui a failli le mettre à la retraite. Gunther évitera d'ailleurs un premier KO en portant une German suplex en Allemagne, forcément, il fallait la faire. Même après avoir porté un gros splash depuis la troisième corde, Gunther va vendre son bras droit à la perfection, à tel point qu'il ne parvient pas à porter de powerbomb. Il portera même une close line avec le bras gauche ensuite. Orton contrera lui-même une powerbomb ensuite, confirmant qu'il a bien étudié son adversaire depuis leur précédent affrontement. Gunther réussira finalement à en porter une powerbomb, mais Orton s'en dégagera. Orton contrera encore une powerbomb et enchaînera avec un RKO à la vitesse de l'éclair sous une énorme pop du public, mais dégagement à deux de Gunther, à la grande déception d'Orton, qui emploiera alors les grands moyens en utilisant les escaliers d'acier à son avantage, en portant à Gunther une belly to back suplex directement dessus. Orton joue avec le public et prend bien son temps. On le sent même un brin plus huile à ce moment-là du match. Il fait même sa pause habituelle là, sur les escaliers. Les fracassages de tête contre les escaliers d'acier justement de la part d'Orton en témoignent. Et il réussira même une belly to back suplex directement sur la table des commentateurs allemands qui va s'écrouler. Et ce depuis les escaliers d'acier, ce qui forcément rend la prise encore plus spectaculaire vu sa hauteur. Orton ramène intelligemment Gunther dans le ring pour en finir. Il se prépare pour un nouveau RKO, mais contré par Gunther, qui enchaînera alors avec un sleeper hold au sol, comme une sorte de coquina clutch si vous préférez. Orton se dégage au courage, mais Gunther revient à la charge avec un sleeper hold encore. Orton pense à nouveau s'en défaire en retombant vers l'arrière, mais Gunther revient à nouveau à la charge avec ce même sleeper hold au sol. Gunther porte quelques coups de coude au cou pour faire encore plus mal à son adversaire et cadenasse à nouveau son collier de tête tout en utilisant sa main gauche pour appuyer sur son bras droit endolori afin d'atténuer sa douleur. C'est un détail que j'ai trouvé également très brillant dans ce match. Orton va finalement s'évanouir, le protégeant dans la défaite, et Gunther donc conserve fort logiquement son titre après une dure lutte de 34 minutes quand même. C'est sans doute un peu trop loin, je pense, surtout avec un Orton dans le ring qui est loin d'être quelqu'un d'excitant à voir catcher. Gunther
se tient le bras droit de fort belle manière et l'appliquera régulièrement derrière son dos, ce qui peut avoir un double sens. Soit il cherche à masquer quelque peu sa douleur, soit il porte tout simplement le signe d'Imperium. Mais je pencherais davantage pour la première solution, je pense, vu que d'habitude c'est les deux mains qui sont derrière le dos. Voilà. Gunther serrera même la main d'Orton en utilisant sa main gauche. Orton la joue fair play et aura mis parfaitement en avant le récent champion poids lourd. C'était sa première défense de titre. Et il est parti, Gunther, je pense, pour être champion pour un très très long moment. Quant à l'évaluation du match, ça aurait été mon match préféré de ce show. 4 étoiles et demie donc. Certes, le match était sans doute un poil trop long, mais dans sa proposition d'ensemble, je l'ai vraiment trouvé fort bien construit. Le public évidemment était exceptionnel durant ce match. On revivait le Cody AJ de Lyon à ce moment-là. Le travail au bras de Gunther de la part d'Orton, le selling de Gunther jusqu'au bout, et même après le match, sa façon d'appuyer sur son bras droit avec sa main gauche pour atténuer sa douleur lors de sa soumission finale, et même la partie où Orton utilise des moyens à la limite de la légalité pour tenter de s'en sortir en utilisant les escaliers d'acier et en adoptant une posture pas loin d'être huile, ça aussi j'ai trouvé ça intéressant, car j'aurais bien envie d'en faire un parallèle, comme je le disais un peu tout à l'heure, avec ce qui se passe donc du côté de Wentz, et comme les deux, Orton et Wentz, étaient pas mal associés ces derniers temps, dans le cadre de leur rivalité avec la Bloodline, j'ai bien hâte de voir lors des prochains SmackDown comment cette relation va évoluer, en bien comme en mal, et si les deux ne vont pas avoir la même idée, à savoir qu'il faut peut-être retrouver cet instinct de tueur afin de un jour retrouver l'or suprême, ce qui passerait alors par un possible heel turn. Et avec Cody qui se retrouve au milieu de tout cela, forcément ça peut aisément faire des étincelles, et je pense qu'on pourrait bien avoir un Cody contre Orton par exemple à Mania 41, avec un Orton qui aura basculé du mauvais côté entre temps, mais on aura le temps d'en reparler. En tout cas, je trouve tout cela fort intéressant, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la relation Cody Orton Owens. 4 étoiles et demie donc pour cet excellent match, l'un des meilleurs à la VVE cette année à mon sens. Un match très, très japonais finalement dans l'esprit, en fin de compte. Long, méthodique, scientifique, très épuré. Il n'y a pas d'overbooking, c'est très simple. Et avec une montée progressive en dramaturgie, en intensité. Il ne s'agit pas ici de faire des moonsaults, des topés suicidas, des Canadian Destroyers. Mais ici, le match est magnifié vraiment pratiquement uniquement par sa psychologie. Voilà aussi pourquoi j'ai tout particulièrement apprécié ce match, qui aura été bien meilleur qu'en Arabie Saoudite, et c'était justement tout ce que je souhaitais voir. Voilà, j'en ai terminé avec cette review de Bash in Berlin. Elle était pas trop longue, en même temps il n'y avait pas beaucoup de matchs, il n'y avait pas non plus 36 000 choses à dire. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo un plus grand nombre, c'est important pour moi, pour ma visibilité, vous le savez. N'hésitez pas aussi à apporter votre commentaire que je lirai et auquel je répondrai, bien entendu, je le fais à chaque fois, en tout cas quand j'en ai le temps. Je m'excuse d'ailleurs auprès de mon camarade Gino qui m'avait fait un beau commentaire lors de ma précédente vidéo. J'ai pas eu le temps de lui répondre, mais s'il commente par exemple cette vidéo, promis, je lui répondrai. Et puis bien sûr, pareil pour les autres. En tout cas, comme je l'indique dans ma vignette, il va falloir être patient. Prochain rendez-vous, ce sera seulement le 29 septembre. Et bien oui, parce que Bad Blood, ce n'est que dans 5 semaines. Donc ça va laisser beaucoup de temps pour construire les matchs. On a quelques petites idées, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo. Il y a des matchs, je pense, on les sent venir. Et puis il faudra pas oublier la Bloodline, qui a été on va dire le grand absent, la grande absente de ce pay-per-view. Donc je pense pas qu'on va encore passer à côté de la Bloodline lors du prochain pay-per-view. Donc Solo, Reigns, on verra, parce que Bad Blood a priori on pourrait se dire que ça peut être un pay-per-view secondaire, mais vu ce qui se trame, vu les affiches, je crois qu'il sera pas si secondaire que cela, et qu'on aura un show, je pense, bien plus intéressant et pour lequel on pourrait davantage s'investir. J'espère en tout cas. Il faudra voir comment ça va être construit. Puis le titre intercontinental aussi, ça pourrait être aussi quelque chose un titre qui serait défendu lors du pay-per-view, puisqu'il y a un tournoi qui est en train de désigner un prochain challenger, peut-être Dragunov, peut-être Sheamus. Pour moi, ça va jouer entre les deux. Donc il y aura, je pense aussi un bon match de championnat intercontinental en perspective à Bad Blood, s'ils le font. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne reprise, puisque je pense que pour la plupart vous serez en pleine reprise. Portez-vous bien, et donc on se retrouve seulement dans un gros mois. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et zéro miedo. Ciao à tous.